les États africains sont endettés pour les infrastructures qui vont vers les mines et des mines vers le port et pour les infrastructures sociales. Donc, en réalité, l'État dans les co-entreprises avec la société multinationale, l'État est toujours minoritaire. Si vous prenez au Mali, nous avons 9 000 d'or industriels qui fait du Mali un État qui brille, mais qui est à la 52e place de l'indice de développement humain, parce que simplement, les 20% que le Mali a, souvent d'abord, l'argent, le capital d'investissement vient d'un prêt consacré, donné par la SME, qui est sa partenaire stratégique, qui contrôle la production, toute la chaîne de valeur, l'exportation, la gestion des stocks, et c'est la SME qui est enregistrée sur le marché financier international avec les spéculations, et le Mali est exclu d'être présent sur le marché financier international et qui joue sur les réserves ou les ressources dépendant des mines d'or, et ça peut augmenter la valeur de la société multinationale étrangère. Donc tout est fait pour que réellement nous puissions briller, mais être ce que nous sommes au niveau du tableau. Mais cela a été possible parce qu'il y a des organisations de culture d'attitude déviante. Il y a une coalition des fonctionnaires civils et militaires contre la construction de nos nations, contre les lois, contre le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, nous sommes complices de ce système financier, de cette culture d'entreprise, et c'est pourquoi nous les mettons comme le versant gauche des organisations de culture d'attitude déviante, et qui ont détruit maintenant les familles africaines qui avaient une valeur sociale dans le temps. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un peu des gens qui se trouvent ailleurs. Mais dans le fond de la vallée encore, vous avez les sociétés secrètes et les ordres. Ordre d'avocats, ils sont tous au service de la SME, la Société multinationale étrangère. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'Afrique, ses ressources extractives qui sont sous cette culture d'entreprise distincte qui crée de la richesse, mais on n'arrive pas à la retenir. Il y a les organisations mobiles d'extrémisme violent, particulièrement dans le Sahara malien, qui sont dans le transit de la drogue, la prise des otages et autres. Donc, si vous voulez, finalement, cette vallée qui existe ici, c'est une vallée de globalisation du co-entrepreneuriat à déviation fondamentale avérée du point de vue financier. Aussi bien déviation fondamentale avérée de la part des institutions de pétrole, de la part du système des Nations Unies que j'ai servi pendant 30 ans, que ce soit le PNUD, l'UNICEF et tout, mais aussi de nos propres, ceux qui sont partis à l'école, hein, la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, qui sont dans les organisations de biens, nos chefs d'État qui sont sous emprise du cartel bancaire supranational, donc dans les sociétés secrètes France-Afrique et autres, comme vous voulez, mais en même temps aussi des organisations mobiles d'extrémisme violent. Mais la chance qu'il y a, c'est la diaspora intellectuelle, c'est pour notre localité que le président Mamadou Koulibaly a voulu expliquer. C'est-à-dire que nous sommes partis partout. On a fait la France, on a fait l'Union soviétique, on a fait les États-Unis, on a fait les mêmes universités, et en Afrique et ailleurs. Et nous sommes revenus. Nous nous identifions de plus en plus de la diaspora, c'est-à-dire là où les SME sont, ils sont dans des communautés de localités riches, d'abord en terres agricoles, minières, gazières, pétrolières, minérales, et ainsi de suite. Nous sommes en train de dire qu'il faut développer le nationalisme des ressources, que Ernest Young a identifié comme le risque numéro 1 maintenant contre la présence de ces SME. C'est-à-dire qu'on ne va plus accepter qu'une société multinationale, avec l'État en entreprise, vienne dépossède nos parents de nos terres agricoles et minières. Parce que quand on vous donne un permis et des licences, ça veut dire que la population locale n'a plus le droit de faire ni de l'agriculture, ni de l'orpaillage, ni de faire quoi que ce soit sur le territoire qui a été donné en permis. Nous disons que nous réclamons le droit de surface entier sur notre territoire. Et si vous venez chez nous, vous allez descendre, par exemple avec le cas de l'or, je vais illustrer tout ça, l'or des surfaces reste la responsabilité des orpailleurs de la communauté de localité.
et ils vont aller avec une nouvelle technologie jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et les entreprises multinationales qui sont en co-entreprise avec l'État seulement, mais ils doivent être selon une norme que nous avons définie, 4S, je ne vais pas aller dans les détails de ça, mais où nous disons que 45% du capital d'investissement revient aux investisseurs maliens, 15% pour des investisseurs qui sont africains, mais autres que maliens, naturellement, et 40% pour des investisseurs qui sont du reste des Nations Unies, autres qu'africains. Donc, désormais, et eux, ils vont aller à partir de 80 mètres pour aller chercher l'or, parce qu'on peut aller sur 100 mètres, on a visité certaines mines d'or dans ce consul. Donc, en réalité, ce sont les communautés de localité qui vont définir désormais comment la globalisation du co-entrepreneur économique va se passer. Ce n'est plus l'armée française. C'est vrai que la France avait pensé qu'il peut créer la compagnie minière de France, avec un de vos autobans qui est parti, hein, qui avait voulu que ça soit ainsi, et en même temps les économies sécuritaires et militaires vont dominer d'autres aspects. Je crois que c'est une erreur parce que Yves Le Drian, si vous l'écoutez comme il faut, il a été très clair. Il a dit, nous avons 3 ennemis au Mali, dans le Sahara malien. C'est la température, c'est la distance, mais le plus redoutable, c'est la communauté de localité qui permet de dissimuler les combattants. On vient, on les trouve en train de boire du thé, alors que ce sont les combattants qui sont en train de chercher parce que ce sont eux qu'on combat. Donc, en fin de compte, ils ne seront plus jamais, parce que les communautés de localité étant victimes de cette vallée de déviation augmentale avérée, ils ne peuvent en aucune manière être des partenaires des forces comme Serval ou comme Barkhane à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire simplement l'armée française qui pilote Barkhane est en position de faiblesse parce que simplement nous savons que toutes les communautés de localité frontalières au Sahara sont maintenant beaucoup plus en réponse à la demande des organisations mobiles d'extrême violents qui leur offrent des alternatives d'emploi et de richesse, et dans la drogue ou dans les prix d'otages et autres. Donc, c'est extrêmement important que nous gardons à l'esprit que la globalisation, la forme que c'est en train de prendre, que je suis d'accord avec vous, que la France doit commencer à réviser sa stratégie pour être sûr qu'il va être dans les 40% du capital d'investissement et non pas par la force, mais plutôt par la persuasion que Areva c'est la meilleure multinationale étrangère du point de vue uranium. Donc, toutes les productions uranifères en Afrique, Areva peut être une partenaire stratégique et avoir de 10% ou 15% ou 20% de ces 40%. Mais si c'est pour continuer avec ce qu'ils font avant, ce n'est plus possible. Le Mali, la crise sociale globale et sécurité du Mali va être une opportunité pour le monde entier de s'extirper de cette vallée de déviation augmentale avérée de globalisation et d'aller vers un développement durable des États qui sont capables de répondre à la demande du citoyen. Et la demande du citoyen, c'est quoi? C'est la dignité retrouvée, la grandeur de la société restaurée, et relancer la croissance économique selon une vision de globalisation du co-entrepreneuriat qui est axée sur la prospérité partagée dans la stabilité de la paix et de la sécurité. Et ça, les États-Unis ne peuvent plus, les États-Unis rester là-bas, c'est leur tour de descendre. L'Afrique devient la région de croissance économique globale, l'Afrique devient la région de croissance démographique globale, et l'Afrique, de façon historique, est pour une vision de prospérité partagée. Et si vous continuez à lire dans la pensée des uns et des autres, depuis le 27 mai, il y a eu une conférence à Londres où les financiers ont dit si nous continuons comme la crise de 2008, la crise financière, l'économie mondiale risque de plonger. Donc, le gouverneur de la Banque centrale de l'Angleterre, il a dit je suis d'avis qu'il faut retourner au rôle historique des banques, qui est le rôle d'intermédiation pour mettre en liaison ceux qui ont de l'argent à laisser pour longtemps et ceux qui ont besoin d'argent pour investir sur le long terme. Donc pour créer la croissance inclusive, mais pour créer surtout la richesse selon une règle de prospérité partagée. Donc, en réalité, les financiers aujourd'hui, du système financier, ils sont en crise. Et la Banque mondiale, dans sa dernière réunion, avait aussi adopté le concept de croissance inclusive. Il
savent pas beaucoup ce que c'est. Parce qu'ils ont dit que les 40% qui sont exclus, comme en Afrique, ils ne savent pas où les trouver. C'est nous, les chercheurs africains, qui vont montrer là où ils se trouvent. Donc, en réalité, j'avais voulu que vous ayez une idée de l'analyse de la globalisation de 1944 à nos jours, et je m'excuse auprès de nos sœurs des femmes, c'est-à-dire que la Banque mondiale et les FMI, ils ont 70 ans, ils sont en fureur de Moselle pour aussi. Donc, c'est pas possible qu'ils puissent se recréer et puissent se machiner encore là. C'est autre chose. Donc, l'Afrique revient et joue son rôle important. Donc, si l'analyse de la situation est claire pour les uns et les autres, nous disons qu'il y a un défi majeur, c'est l'homme, c'est de créer la citoyenneté mondiale. Et la citoyenneté mondiale veut dire simplement que nous devons mutualiser, vous avez parlé beaucoup de nos connaissances ensemble, aux scientifiques et tout, nous mutualisons nos connaissances dans la persévérance, mais dans la droiture. Et si on devrait satisfaire ces conditions, il faut que chaque citoyen puisse utiliser son intelligence et son énergie dans l'intégrité. C'est là le grand défi. Donc il faut qu'on aille vers une formation sur la citoyenneté mondiale qui permettra à celui qui est à Kiniwa, par exemple, chez moi, avec 3 mines d'or industrielles, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, on ne dort pas, et il y a la poussière, rien ne marche. Et on dit, on ne veut plus ça. Et on a organisé nos populations pour les former à la citoyenneté mondiale. Le gouvernement du Mali est au courant. On peut appeler tout de suite nos contacts, ils vont se mobiliser immédiatement. Mais nous disons que la citoyenneté mondiale exige que 55% de la richesse générée de l'or puisse être disponible aux Africains pour 15% et au reste du monde pour 40%. Mais que leur communauté de localité retienne au moins 5% du capital d'investissement pour être la première ligne de défense dans un système de défense stratégique de la nation que nous avons défini en défense civile, en défense économique et en défense militaire. Donc, la formation de la citoyenneté, nous avons pris le tournant, la cage tournant qui est symbolique chez nous ici, qui demande l'humilité pour même être, pour aller s'asseoir dessus. Et c'est là où nous allons former les gens à utiliser mieux les ressources naturelles que Dieu les a données, l'énergie et l'intelligence, dans l'intégrité. Et si cela est le cas, la globalisation peut être faite sur la mutualisation de nos ressources, de nos connaissances, dans la persévérance et dans la droiture. Donc, ce défi, nous sommes en train de pouvoir le surmonter au niveau du Mali. Et si nous avons parlé de la construction de la citoyenneté, il faut avoir un modèle. Le modèle que nous avons développé depuis un bon bout de temps, c'est un modèle qui permet d'être d'un cercle de co-entrepreneurs appliqués. Parce que si vous sortez de la case tournante, il y a 2 routes qui sont possibles. C'est rester dans la vallée. Et si vous êtes dans la vallée, vous pouvez avoir du succès, mais vous finissez par l'échec. C'est-à-dire que si vous utilisez vos ressources naturelles, intelligence et énergie dans la déviance par rapport à l'intégrité, qui est une valeur sociétale universellement acceptée de tous, vous allez avoir du succès, mais votre succès termine par l'échec. Donc on vous explique ça comme il faut. On vous explique la culture d'entreprise, on vous explique les organisations de culture d'attitude de biens, on vous explique les organisations mobiles des crimes violents, et on dit maintenant, vous avez le choix de rester ou dans cette vallée pour l'échec, ou bien vous partez dans le cercle de co-entrepreneuriat, là où vous allez être selon un arrangement stratégique, qui est le tabouret à 3 pieds et à 3 places en un, où en réalité, vous avez un programme de communication stratégique qui permet de raffermir la volonté collective, de promouvoir la détermination partagée pour un système de bonne gouvernance. Et quand on dit système de bonne gouvernance, nous parlons de la gouvernance sociale et culturelle, la gouvernance économique et d'entreprise, la bonne gouvernance sociale et culturelle, la bonne gouvernance économique et d'entreprise, la bonne gouvernance politique et administrative et la bonne gouvernance régionale et globale. Et c'est fini aussi, parce que nous, les Maliens, nous sommes beaucoup Mansa. Mansa veut dire vous êtes le chef. Et donc, ici, c'est un tabouret à 3 pieds, à 3 places. Vous ne pouvez pas occuper les 3 places. C'est fini. La société civile a changé la nature du pouvoir dans le monde entier. C'est valable aux États-Unis, c'est valable en Europe et c'est valable aussi en Afrique. C'est-à-dire que désormais, le pouvoir, c'est selon un principe de leadership inclusif et partagé. Entre 3 groupes d'acteurs, la société civile qui se trouve au centre de décision, donc au centre du tabouret,
n'est-ce pas? La classe politique assise à droite du groupe de société civile et la communauté des affaires assise à gauche du groupe de société civile. Et chacun a un rôle de leadership. Par exemple, le groupe de société civile est responsable de la stratégie de promesse d'être un État plus responsable, comptable, capable. La classe politique est responsable de la stratégie de stimulation du développement économique et social et la stratégie de sécurité. Et la communauté des affaires est responsable de la stratégie de création, de croissance économique globale et la stratégie de rétention de richesses, qui ne permet plus d'avoir une Afrique qui brille par la croissance économique et les Africains qui brillent du point de vue du développement humain. Donc, ce modèle, il est extrêmement important pour désormais qu'il y ait un certain équilibre entre nous et que ce qui s'est passé au Burkina Faso, la classe politique est d'accord pour rester jusqu'à novembre 2015. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Ils ont dit seulement, il ne faut pas changer la constitution parce que vous voulez encore 15 ans de plus, non? Ne changez pas. Mais la population a dit, ah, vous voulez dire que Blaise reste jusqu'à novembre 2015? Il dit, ah, mais Blaise ne sera pas là en novembre 2014. Pas 2015 même, mais 2014. C'est après qu'il est parti en octobre 2014. Donc, ça veut dire que simplement que la société civile ne sera plus ni par la menace des militaires, et les militaires sont venus pour achever, parce qu'en général, le printemps africain était caractérisé par quoi? La société civile commence et un corps organisé achève. Ils ont dit aux militaires burkinabés, vous n'achevez pas, hein, vous ne restez pas. Mais bon, il est devenu président quand même. Hein. Je suis certain qu'ils vont le donner comme juste après président et pendant les 15 jours pour la présidence. Donc ce modèle permet en même temps aussi de définir un système de défense stratégique de la nation. Et la défense stratégique de la nation veut dire simplement que la défense est organisée en défense civile. C'est-à-dire le fait que la communauté de localité a 5% du capital d'investissement, quiconque qui vient pour vouloir détruire du Sud comme c'était dans le cas d'une menace, va dire ah, ne touche pas parce que c'est là où la dot de votre vient de la des dividendes. Donc ils sont actionnaires dans la société et ils sont liés à la vie de la société. La défense, nous avons défini un standard là-dessus, bon le document existe, vous allez dire là-dessus. La défense économique, c'est ce qui dit 45%, 40% et 15%. La défense militaire, maintenant je termine avec ça, la défense militaire ne peut plus être conçue comme avant. Ce n'est pas possible. La défense militaire, aujourd'hui, ça va vers la mutualisation. Je ne vais pas impliquer sur la présentation de mon frère Poulbel, mais nous avons conçu la co-entreprise sécurité du Sahara, par exemple, qui sera basée à Thessalie, où pour les règles de rétention des richesses de la nation étant 60% pour les Africains et 40% pour les autres, nous disons que les règles de mobilisation des ressources sécuritaires, c'est 60% par les autres et 40% par nous. Et toutes ces entreprises, co-entreprises qui existent comme Areva et tout, vont être soumises au programme de restructuration, parce que toutes nos entreprises ont été soumises au programme d'ajustement structurel dans les années 80. Dans les années 2014, nous allons les soumettre à la restructuration pour que leur capital soit 60% pour nous et 40% pour les autres. Et donc, les ressources sécuritaires de la coopérative sécurité du Sahara, c'est 60% des ressources sécuritaires données par les autres et 40% par nous. Ça remplace Barkhane. Barkhane n'a pas longue vie à faire parce que simplement les Américains ne vont pas donner de l'argent. Ils ont dit désormais que la France doit payer pour la facturation. Et comme la France ne va pas continuer à défendre une zone où les autres vont venir exploiter économiquement, donc il est évident que c'est la formule de COES, la coopérative sécurité du Sahara, qui est la plus appropriée parce que ça va englober le reste du monde. Ça va englober la France, ça va englober les Allemands, ça va englober les Anglais, mais les Américains, tous vont être là-dedans pour que nous puissions nous assurer que les organisations mobiles d'extrémisme violent, que les organisations d'État islamique ne viennent pas déstabiliser nos différents États. Donc, nous sommes décidés de faire de la crise sociale globale de sécurité du Mali une opportunité. Une opportunité pour changer la globalisation et pour rendre la globalisation selon ce modèle et selon le système de défense stratégique de la nation. Ça, c'est notre engagement et Inch'Allah, nous allons le réussir aussi. Et on a pensé que les premières co-entreprises peuvent aller à travers le Mali, peut, dans ces conditions, offrir ce qu'on peut appeler la co-entreprise minière Sanou.
sans nous veut dire or. C'est-à-dire que nous avons le complexe de l'eau qui est l'un des meilleurs avec 4 grammes par tonne de minerai. Nous allons ouvrir le captage de celui-là pour que tout le monde soit là-dedans selon 40, 15 et 45. Et l'agriculture, comme ça a été dit, personnellement en tant qu'agroéconomiste de formation, j'ai investi une bonne partie de mes 30 ans de pension pour reconstruire la famille agricole africaine, pour reconstruire l'agriculture familiale africaine. Et nous pensons que très bientôt, nous allons être en mesure d'ouvrir la coopérative agricole, la coopérative agricole familiale africaine au reste du monde. Et nous pensons, en dehors de la cohésion, que nous pouvons attaquer aussi le téléphone, qui est un des déterminants pour l'accélération de la croissance économique au Mali. Et si le Burkina rentre dans 15% de notre or de Loulo-Moto, son coton sera ouvert aux Nigérians. Et les Nigérians aussi vont ouvrir leur pétrole. Ainsi, la globalisation va être faite sur une nouvelle base et non pas sur ce que nous avons connu jusqu'à présent. Donc, je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps. Je vais m'arrêter à ce niveau-là et on a l'occasion de répondre à toutes les questions. Je voudrais féliciter notre ami Jean-Paul Lecoq. Sa belle intervention. L'ère des idéologies n'est pas encore dépassée, en dépit de ce qu'on nous raconte. Le Parti communiste français est un allié des patriotes africains, du moins dans sa zone française. Nous savons que historiquement, les mouvements de libération en Afrique occidentale française ont bénéficié de leur formation, et les syndicats aussi ont bénéficié de la formation de l'appui du Parti communiste français. Je voudrais qu'on fasse attention avec nos rapports avec la gauche française, parce que là il y a un amalgame. Quand on parle de gauche française, avec l'Afrique au sud du Sahara, on pense que les socialistes sont différents de la droite. C'est pas vrai. Vous avez vu que ce soit Mitterrand, que ce soit Hollande, blanc, bonnet blanc avec la droite. Ce sont les intérêts français. La France est un État impérialiste. Impérialiste. Parce qu'elle impose sa langue ailleurs. Elle impose sa culture. Elle impose ses produits manufacturés. Et tout cela à travers sa puissance militaire. J'ai suivi un débat il y a quelques mois en France, au Parlement français, où l'on parlait de la déliquescence de l'armée française. Manque de formation, manque de logistique. Cependant, c'est cette armée qui, à l'extérieur, joue un rôle de gendarme. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Quel paradoxe! Cependant, cela ne doit pas nous tromper. La puissance de la France, la puissance de l'Hexagone, c'est quoi? Ce sont les colonies. Tout le monde sait que l'Empire français demeure toujours. C'est l'Empire français qui fait la force, qui a fait la force de la France. Ce n'est pas l'Hexagone seulement. Et c'est pour ça la décolonisation, le général de Gaulle l'a bien préparée, à sa façon. La France ne sera jamais dépouillée de ses colonies à travers ses intérêts économiques, financiers et autres. Donc c'est pour dire que ne nous trompons pas, la décolonisation a été une tromperie. Des notions comme la souveraineté, c'est une supercherie. On nous fait croire que l'impérialisme, les néocolonialismes, ce sont des slogans, etc. Ce sont des réalités.
nous vivons ces réalités. Et c'est pourquoi je voudrais remercier notre ami Ducoq pour sa belle intervention. En le disant, je l'ai dit pendant le 60e anniversaire de l'Union Soudannaise RDA, à la délégation du Parti communiste français qui était là. Je dis oui, vos dévanciers, hier, ont aidé nos aînés dans leur formation idéologique. On voit avec un partenariat. C'est vrai, malheureusement, vous êtes très affaiblis aujourd'hui sur l'échiquier français, politique français. Mais nous avons besoin, parce que nous partageons la langue commune, le français, nous avons besoin de votre appui pour continuer. Parce que ce qui manque aujourd'hui dans nos États, c'est la formation idéologique. Les partis politiques sont devenus des GUE, les militants ne sont pas formés. Hier, quand j'écoutais les jeunes qui parlent, ils font beaucoup d'amalgame. Un jeune a parlé ce matin, il dit que oui, Moussa Traoré a été ceci, cela. Mais l'on oublie de dire que le problème, l'intervention française au Mali en 1968, avec la trahison domestique, qui a été à la base du coup d'État de 1960 du président Modibo Keïta, a été orchestré par le Renaud Focard, par la France. Parce que ce gouvernement est un gouvernement de rupture. Que ce soit le franc malien, que ce soit les options économiques, telles que les sociétés entreprises d'État, qui coupaient avec le pacte colonial. Le choix du Mali d'aider l'Algérie pour son indépendance. Le président Ben Bella nous a rappelé ici. Grâce au Mali de Modibo Keïta, l'Algérie a eu son indépendance. Le président Bouteflika était basé à Gao. Le refus du président Modibo Keïta et ses compagnons contre ce qui s'est passé au Sahara, les essais nucléaires au Sahara, autant de choses qui ont fait que ce régime devait partir. Donc c'est pour dire que les interventions françaises en Afrique vont toujours continuer tant que les intérêts français seront mis en cause. Ne soyons pas naïfs. On a parlé de la balkanisation. Oui, il fallait faire la balkanisation. La balkanisation a été le cheval de Troie qui a permis de disloquer l'ensemble fédéral AOF et AIF. La France nous a colonisé pendant des années. AOF, AIF, au moment de partir à l'indépendance, on dit non, non, vous n'êtes pas Soudanais et Sénégalais, vous ne pouvez pas vous entendre, etc. etc. C'était une super Chine, on est tombé dans l'indépendance, on a perdu du temps et le retard est là. Thomas Niang, merci pour ta belle intervention. Je crois que tu rejoins un peu le professeur Mamadou Koulibaly. Il faut repenser effectivement comment gérer nos ressources. Je te félicite, toi et tes compagnons, pour l'idée originale que vous avez mise en place. Parce que l'Afrique a besoin de ça. Le professeur Zandia, il a dit, hier dans son intervention liminaire, il a bien dit, il faut qu'on arrête d'imiter. Nous sommes devenus des imitateurs, et même des mauvais imitateurs. Que ce soit la Constitution française, le problème d'emploi des jeunes, c'est l'ANP, le problème de médiation, c'est la médiature. Nous-mêmes. Nous avons été à l'école, l'a rappelé tout à l'heure Nyang. Il faut que nous sortions de l'assimilation culturelle, idéologique. Donc, merci pour cette opportunité de dire que nous avons encore la chance d'avoir des vrais intellectuels, patriotes, soucieux de l'avenir de l'Afrique. Le président Kwame Nkrumah l'a dit. Un gouvernement continental, une monnaie continentale. C'était pas un rêve, c'était pas impossible. Il faut qu'on revienne à ça. La présidente de l'Union africaine l'a rappelé récemment, effectivement, M. l'ambassadeur l'a rappelé, en disant qu'il fallait mettre en place une armée
d'intervention chaque fois d'arrêter de faire de recourir aux armées occidentales qui viennent pour leurs problèmes. Il l'a dit. Donc, Nyango, votre proposition d'un outil de défense basé à Tamanrasset correspond parfaitement à un besoin, à une réalité. Mutualisons les efforts et cela nous permettra de faire face à tous les obstacles et de bien lever la tête et la tête haut. Avant de partir, Houphouët-Boigny, Gaston Defferre ont pris le temps de balkaniser, mais les chefs d'État africains, quand ils se sont réunis à Addis Abeba, ont ratifié. On ne remet pas en cause les frontières héritées de la période coloniale. Et il aurait été quand même bien qu'on puisse en ce moment-là mimer les Allemands qui se sont réunifiés après la période d'occupation. En 89 et jusqu'à aujourd'hui, on continue de dire qu'on ne remet pas en cause les frontières héritées de la période coloniale. Mais quand dans le Sud-Soudan, au Soudan, il a été décidé de créer un nouvel État, les mêmes chefs d'État se sont tus et même parfois ont applaudi la création du nouvel État. Et cette fois, la charte des nations de l'Union africaine a été oubliée. J'aimerais signaler aussi que dans la dynamique de cette globalisation des États, en géostratégie, sur le continent africain, c'est le gouvernement socialiste français qui a commandité une étude auprès du d'ancien ministre français Védrine. Et le rapport Védrine dit qu'il faut faire en sorte que les pays du champ français s'étendent à l'ensemble de la CEDEAO et puis plus tard l'ensemble de l'Afrique. Et le projet en cours, c'est l'extension du franc CFA au Libéria, en Gambie, à Sierra Leone, au Ghana, au Nigeria. Et là, les professeurs d'université de Clermont-Ferrand, de Paris, passent dans les capitales, font des conférences pour stimuler et auprès des gouvernements et des ministères des Finances cette option. Mais les intellectuels et les élites, les partis politiques africains attendent tranquillement que l'option soit conclue. Et puis une fois que ce sera conclu, on va encore se mettre à se plaindre. Pourtant, c'est lancé, c'est connu, c'est pas secret. Les Africains y ont contribué et ont donné leur aval. Troisième élément que je voulais signaler, c'est de quand même retenir que les richesses du sol et du sous-sol, nous on les appelle richesses, mais en réalité, elles ne constituent pas la richesse au niveau mondial. Quand vous regardez bien le développement des pays, ce n'est pas l'or et le diamant, le pétrole qui enrichissent les nations. Sinon, le Japon, la Suisse n'auraient pas été parmi les plus riches du globe. C'est le capital intangible, l'éducation, la santé et les bonnes institutions. Et nous, en 50 ans sur le continent, on n'a pas encore été capable de construire ces bonnes institutions de l'État, de la société civile, de la République, de la nation, de la Constitution, de l'armée. Et on ne compte que sur l'or et le diamant, et on se bat pour ça, mais tant qu'on n'est pas éduqué, on ne sait même pas que du matériau qu'on trouve là a de la valeur. Pour nous, c'est du jeu, c'est des cailloux, c'est des pierres, mais aucune connaissance. La priorité, ce serait déjà la création et le renforcement de ces institutions par la formation de l'école, et puis ensuite leur encadrement. L'or et le diamant prendront de la valeur après, sinon c'est totalement inutile. Merci en tout cas à la table de service. Rapidement, comme vous l'avez demandé. Mais depuis hier jusqu'à ce matin, je pense qu'il y a un aspect très important qu'on oublie par rapport à la problématique malienne, à ce qu'on connaît dans les secteurs maliens. La nature a horreur du vide. Je suis de Arawan, à 220 km, 50 km de Tombouctou. Je vous dis, pour aller de Tombouctou à Arawan,
vous n'en avez pas moins de 10 heures de temps. Avec un véhicule impeccable et un guide des meilleurs. La distance, c'est la même chose que Bamako-Ségou, à peu près. Vous faites les trajets, pour y aller, vous vous levez à 4 heures du matin. Et c'est à 14 heures que vous serez à Arawa. Vous faites tous les trajets, vous ne rencontrez même pas un oiseau. Tellement c'est vite. Les combattants là, il y a des Pakistanais. Vous savez qu'au Pakistan, c'est un pays, c'est surpeuplé. Mais ces gens ne peuvent pas comprendre que juste chez eux, ils sont dans une boîte et que par ailleurs, quelque part, il y a des espaces vides. Il faut les couper. C'est la loi de la nature. Donc, M. Nyang a parlé de distance, mais au-delà de la distance, vraiment, il faut qu'il y ait un peuple. Tant que ces zones-là ne sont pas occupées, tant qu'il n'y a pas une certaine cohésion, on a toujours les mêmes problèmes. J'insiste beaucoup sur cet aspect que les gens semblent occulter. Moi, je suis pratique. Deuxièmement, par rapport au développement, je suis un acteur de développement. Depuis belle lurette, avec Nyang dans plusieurs centres de réflexion, nous avons perçu la nécessité de passer de l'économie de substance à l'économie de croissance. Mais c'est une déclaration d'intention, comme on le sent partout en Afrique. Comment passer en acte concret, en acte de progrès? C'est là où il y a les problèmes. Je vous dis, j'ai été au Chili. Beaucoup d'entre vous connaissent le Chili, c'est une bande comme ça au nord, devant l'océan Pacifique. Il n'y a que la cordillère des Andes, c'est montagneux et tout. Mais j'étais agréablement épaté, surpris de voir que ce petit pays a pu faire de l'agriculture un facteur de développement. Et moi qui viens d'un pays comme le Mali, avec deux grands fleuves au moins, le Sénégal et le Niger, qui connaît toutes les possibilités agricoles que notre pays recèle, j'en étais jaloux. Et je me dis, comment ça peut se faire? Les problèmes, comme l'a dit le penseur, la direction du vent n'est favorable qu'à celui qui sait là où il va. Ce n'est exactement, je n'ai pas voulu dire de nom. Est-ce qu'on sait là où on va? Pour essayer d'aller dans la même dynamique que le président intervient. Modibo Keïta en 63, tout le monde se rappelle de ça. Sa conclusion au sommet de l'unité africaine à Addis Abeba, le 25 mai, il dit la position du Mali, c'est une alliance horizontale entre tous les pays africains et une alliance verticale avec les autres pays. Mais au centre de la préoccupation, c'est entre nous les Africains. On est mieux servi que par nous-mêmes. Est-ce qu'on n'a pas trahi quelque part cette position clairement définie et applaudie, ovationnée, même je me rappelle, j'étais jeune, tout ça. Donc, il y a quelque part, vous m'excusez aussi, je ne parle pas beaucoup, mais quand je parle, ça vient, j'étais un enseignant.
répondre à ce qu'a dit mon cousin, M. Koulibaly, vous savez, ce qui se passe au Japon, ça répond à une formule que je suis un scientifique. Que tout le monde connaît la fameuse formule d'Einstein. E égale mc carré. C'est bien que vous le contredirez. Nous avons traduit ça dans le code. Le E là qui est l'énergie qui est égale au produit de la masse multiplié par le carré de la célérité, ce qui a permis aux humains d'aller sur la Lune et au-delà. Nous la traduisons dans la vie de l'entreprise en disant que E, c'est l'efficacité égale M, c'est les moyens, les petits M là. Mais ce qui est mis au carré, c'est les comportements. Donc l'efficacité égale au produit de la masse multiplié par le carré des comportements. Et si on agit sur les comportements, comme cher cousin, les Japonais l'ont fait, les Suisses l'ont fait, on voit au développement. Enfin, pour finir, je ne vais pas manipuler la parole. Je dis très pieusement que l'avenir de nos pays ne peut se concrétiser que dans la mise en valeur par nous-mêmes de nos richesses et l'engagement dans la voie du développement industriel qui seul peut contribuer à leur exploitation rationnelle. Je vous remercie. Dans ma pensée, en réalité, ce que Nyang a présenté, c'est une très bonne chose. C'est faisable aussi. Mais avant ça, quelles sont les racines? Parce que la structure est comme ça, comme flottant dans l'air comme ça. Je vais parler de l'éducation. Qui va se charger de l'éducation de base, c'est-à-dire des connaissances de base? Est-ce que c'est ici, dans la société civile, on va dire c'est ça? Peut-être est-ce que c'est des industriels? Je sais que pour les choses techniques, tout ce qui rapporte tout de suite, ils vont s'en charger. Mais l'existant, la situation dans laquelle nous sommes, qui va valoriser les ressources, plutôt les connaissances de base? Qui va les mettre à la disposition des gens qui veulent changer la société et le milieu? Et après, qui va protéger ces ressources? Parce que toute entreprise économique suppose aussi une protection quelque part, soit physique, soit militaire, soit, comme vous voulez, idéologique. Et comment ce processus va prendre corps dans une situation mondialisée actuelle? Est-ce que nos partenaires étrangers seront d'accord? Certainement qu'ils ne seront pas parce qu'ils vont faire quelque chose. Mais est-ce qu'on pourra leur faire comprendre qu'ils ont une part à gagner là-dedans? Et que pour vivre en paix dans le monde aujourd'hui, il serait bon qu'ils adhèrent à notre idéologie. Parce que c'est une idéologie. Tout développement se base sur une idéologie. Et le développement sécrète aussi son idéologie. Ceci étant, une fois que le processus a pris corps, quels sont ceux qui vont adhérer? Il faudrait savoir, le définir. Quels sont ceux qui vont contribuer à la maturation, c'est-à-dire un dépassement de ce que vous proposez? Parce que là aussi, si vous n'arrivez pas, c'est comme la loi de la gravité, si vous n'arrivez pas à vous détacher de la gravité, vous tombez. Il faudrait au moins pouvoir maintenir la chose et au mieux faire évoluer la chose. Et là, encore une fois, les ressources humaines seront à contribution. Donc, ce que je vais dire pour me résumer, il faudrait qu'il y ait une racine de ce que vous proposez. Et d'où vont venir ces racines-là? Qui va faire mûrir ces racines-là? Et après, maintenant, le dépassement, comment ça va se proposer? Et enfin, comment on va protéger le système? Merci. Mais je voudrais dire un mot moi-même. Le mot que je voulais dire, c'est que on n'avancera dans aucune cause sans débat idéologique et sans débat des idées. Je pense que ce qui a été remarquable à mon avis dans ce colloque, c'est qu'il y a eu de grandes interventions
avec des en-dessous idéologiques extrêmement importants. Et je tiens à remercier beaucoup d'intervenants ici qui ont contribué à cela. Parce que si nous ne sortons pas de tels colloques, avec des idées précises, des idées nouvelles, des concepts nouveaux, nous allons retourner dans nos cases, nous allons retourner derrière nos dunes, M. Aïdara, et on ne ramènera rien. Mais quand nous partirons avec de nouvelles idées, avec beaucoup d'échanges, nous partirons avec une grande richesse pour développer nos projets. Je donne donc la parole à M. le Président. Merci. Je vais faire court aussi, mais court à la manière africaine. Un seul mot sur la question de l'armée française en déliquescence. L'armée française, elle est en déliquescence selon les militaires français, pas selon le pouvoir français. Parce que, en fait, elle est en totale mutation. C'est-à-dire que le pouvoir a décidé de s'affranchir de l'armée traditionnelle et d'énormément investir dans les services de renseignement, dans les structures de déstabilisation totalement secrètes, et de permettre une armée ultra équipée, celle-là, qui permettra d'être projetée, etc. Et c'est vrai que les militaires qui ont l'habitude d'avoir des moyens traditionnels, des casernes, avec des camions, avec des chars, avec des hélicoptères, etc., c'est vrai qu'eux se sentent un peu orphelins des budgets, en disant on n'a pas assez pour faire les choses, mais l'armée... Vous savez, moi j'avais interrogé le ministre au moment de l'intervention en Libye. Dans les jours qui ont suivi, vous savez que le Parlement français n'a d'informations que plusieurs semaines après. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'avis à donner. Le président ordonne, et après on peut éventuellement, dans le cas, on vote même pas. On vote plusieurs mois après. Mais on a, quelques semaines après, on a un débat. Et j'avais demandé combien ça coûtait. Il avait expliqué, mais avec... Enfin, c'était insupportable d'entendre ça. Il avait dit ça ne coûte pas grand-chose, parce qu'on utilise les munitions que l'on aurait utilisées dans le cadre d'exercices. Et de toute manière, ce que j'ignorais, je ne suis pas militaire, moi, il y a une date sur les munitions qui font qu'après on ne peut plus les utiliser parce que c'est dangereux. Et il dit de toute manière, ces munitions-là, si on ne les utilisait pas là, il aurait fallu les détruire, et ça coûte plus cher de les détruire que de les bombarder. Quand un ministre est capable de répondre ça à la représentation nationale, pour lui, et là vous vous dites le cynisme de ces interventions, c'est voilà, c'est ça. Moi quand j'ai entendu ça, je savais une fois de plus pourquoi j'étais communiste, quoi. Parce qu'il y avait vraiment de quoi se battre contre ces façons de penser et ces façons d'interpeller. Et puis l'autre sujet, parce que c'est là-dessus qu'on a un peu conclu, mais c'est, je pense, pour prendre la terminologie militaire, c'est le nerf de la guerre, c'est l'éducation. Mais l'éducation jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, en France, on a un système éducatif qui fonctionne pas trop mal, quand même, pas trop mal. Sauf que, moi, quand j'ai passé mon CAP d'électricien, pendant mes 3 années où j'ai passé mon CAP d'électricien, j'ai rencontré des syndicalistes qui venaient dans mon CET expliquer le rôle des syndicats. C'était en 78 où je passais mon bac. Dans mon lycée, on a fait venir les candidats pour expliquer aux lycéens ce qu'était la vie politique française, ce qu'ils défendaient comme programme. Il y avait le groupe Poésie, dont je me rappellerai, parce que début des écologistes, etc. Et le lycéen que j'étais, à 19 ans, avait une culture politique, du rôle, du sens de la vie politique, bien plus importante qu'un travailleur aujourd'hui de 35 ans. Parce que lui, après cette période-là, on a dit qu'il ne faut pas faire politique dans les lycées. Après, on a dit qu'il ne faut pas que les syndicats mettent les pieds dans les lycées. Et à l'époque, j'avais les syndicats ouvriers qui étaient venus, mais j'avais aussi le MEDEF, qui était venu expliquer. On a vu une rencontre sur à quoi servent les élections professionnelles, à quoi servent les prud'hommes, etc. Plus jamais, ces 20 dernières années, ça n'a existé dans les lycées français et dans les universités françaises. Pourtant, il y avait l'éducation. On parlait français, on parlait anglais. On avait un peu d'éducation historique, même si à un moment donné, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, avait imaginé que l'histoire, c'était pas fondamental pour servir et pour aller travailler dans les entreprises. Donc il avait réduit les crédits dans ce domaine. Et c'est là où on se dit que dans l'éducation, il manque la version politique, il manque la version sociale, il manque toute cette dimension-là. Et ça là, si on la gagne pas, si on la regagne pas, on peut faire admettre n'importe quoi à un peuple. Et aujourd'hui, en France, on fait admettre n'importe quoi au peuple français.
Et il manque des références politiques pour pouvoir contrer ces attaques. Et parmi les attaques qui en France se font depuis des années maintenant, c'est la casse complète du service public. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Afrique. L'Afrique, c'était vous réduisez le service public, sinon vous n'avez pas les crédits bancaires, et parce que les multinationales elles doivent pouvoir faire de l'argent, y compris sur... Ben, en France, c'est pareil, c'est-à-dire que ça a mis un peu plus de temps, mais après avoir vendu EDF, les grandes entreprises nationales, etc., les sociétés d'autoroutes, ben maintenant on s'attaque directement au système de santé, on s'attaque au système éducatif. Et puis comme ça ne suffit pas, parce qu'il reste dans notre pays des sources de résistance, que sont les municipalités, et par rapport à la proximité chère au président Koulibaly, eh ben, aujourd'hui le Big Bang territorial, c'est de supprimer les communes. Parce que c'est encore un des derniers espaces où il y a une culture politique, où il y a un rapport direct entre l'acteur politique et le citoyen. Et bien ça, c'est dangereux pour les multinationales parce que c'est encore un espace de résistance qu'elles ont envie de prendre. Et quand je parlais tout à l'heure du traité transatlantique, qui s'appelle TAFTA, etc., qui est en discussion, ben dans la commune, on a voté une délibération disant qu'on se mettait hors traité TAFTA. Les gens ne comprenaient pas. Et on a pris le temps d'expliquer aux gens en quoi ce traité-là pouvait avoir des conséquences sur leur vie quotidienne, dans la mairie, dans la ville, et notamment sur l'alimentation. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas donner à manger dans nos écoles du bœuf OGM. C'est pas possible. On ne peut pas donner à manger dans nos écoles des poulets lavés au chlore. C'est pas possible. La loi française l'interdit. Par contre, si le traité transatlantique est signé, s'il passe, la multinationale qui vend la viande OGM et qui viendra dire « moi je réponds à l'appel d'offres de la commune de Gonfreville-Lorcher », et la commune de Gonfreville-Lorcher souverainement ne pourra pas s'opposer, n'aura pas le droit de s'opposer, sauf à être jugée par un tribunal d'avocats d'affaires, même pas un tribunal issu de la démocratie, même pas un tribunal, être jugé par un tribunal d'avocats d'affaires qui pourra condamner ma ville à payer des dommages et intérêts à la société qui aurait pu faire des profits si elle avait vendu ses poulets dans ma ville. C'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire c'est la négation totale de la vie démocratique, du pouvoir démocratique, etc. Les sociétés supranationales, elles volent plus que ce qu'elles ont. Elles ont tout déjà. Mais il y a encore un maillon faible qui s'appelle le pouvoir, les hommes du pouvoir, parce qu'ils ne sont pas forcément fiables à 100%. Et si on pouvait s'en affranchir de ceux issus de la démocratie, ce serait mieux. Et ils essayent d'anéantir ce système-là chez nous, mais partout dans le monde. Et c'est en cela que nos combats sont convergents et que l'on a, en termes idéologiques, besoin de gagner les uns des autres. Chez nous, le gagnant-gagnant entre forces démocratiques, et ça n'a pas le même sens que le gagnant-gagnant des sociétés multinationales. Et je crois que, mais face à cette organisation mondiale, eh bien, il nous faut à nouveau retrouver une organisation mondiale pour contrer ça. Parce que sinon, on est mangé, quoi. Et donc, il faut gagner ça. Merci en tout cas de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci pour les intervenants. On prend note et on s'améliore au fur et à mesure qu'on voit les commentaires. En réalité, la situation actuelle, il faut la comprendre de cette manière-là. Il y a une crise sociale globale et sécuritaire qui frappe le monde entier. Elle est caractérisée pour l'Afrique par cette situation paradoxale où vous avez la création de la croissance, mais vous n'avez pas de développement humain. Même si, comme Koulibaly l'a dit, bon, c'est la production aurifère et tout, mais ça se transforme en richesse après. Et vous avez la Chine qui aujourd'hui est dans cette situation paradoxale avec une croissance élevée, mais avec une capacité de rétention de richesse qui n'était pas favorable à sa population. Donc ils ont réduit le taux de croissance parce qu'ils ont dit, et c'est à l'ambassade de Chine, comme nous a expliqué ça comme il faut, il dit si nous allons avec le taux de croissance à 2 chiffres, ceux qui créent la croissance vont être à l'étage supérieur là-bas, en haut, et nous sommes toujours en bas. Et même si on criait, ils ne vont pas nous entendre. Donc on va ramener le taux de croissance vers 7%, 8%. Au moins si on crie, ils vont nous entendre. L'Africain n'avait pas compris ça. C'est maintenant que nous sommes en train de se ressaisir pour comprendre de cette manière-là.
Mais pour l'Europe et les États-Unis, ils ont une situation caractérisée par la désindustrialisation, donc la perte de la capacité de production industrielle. Et le tableau, c'est ceux qui ont perdu leur boulot, la perte de la classe moyenne. Donc nous avons tout intérêt aujourd'hui à repenser totalement la globalisation du quadrilatéralisme. C'est dans l'intérêt de tout et chacun d'entre nous. Et puisqu'on dit que c'est l'Afrique qui reste la région de croissance économique globale et la région de croissance démographique globale, et bien la croissance inclusive, le capitalisme inclusif et la vision de prospérité partagée ne peut être mieux élaborée que par les Africains, les chercheurs africains. Donc il y a un défi qui est lancé et ce colloque-là est opportun parce qu'il faut que ce soit les Africains qui viennent avec des idées innovantes pour apporter le choc sur le système actuel et de le repenser pour l'amener vers cette vision de globalisation du quadrilatéralisme axée sur la prospérité partagée qui amène la stabilité, la paix et la sécurité. Je pense que ce défi, il est là et nous pensons avoir joué un rôle. Je vous prends simplement un petit anecdote. Les Africains, quand ils m'ont appelé pour venir à donner un séminaire aux hauts fonctionnaires de la défense africaine, ils ont dit, mais Abdoulaye, tu ne parles pas de microéconomie, tu ne parles pas de macroéconomie, tu parles de quelle économie alors? Il dit, moi je ne sais pas. Je suis économiste quantitativiste, je sais qu'il y a de la richesse qui est créée chez moi, et je sais que ma population n'arrive pas à les retenir et elle reste pauvre. Je dis, notre objectif c'est de combler le fossé qui existe, le fossé de rétention de richesse qui existe à l'heure actuelle en Afrique. Et nous sommes là-dessus, et nous le réussirons, parce que nous avons une bonne analyse de la situation, nous avons une formulation du problème qui se résume en une seule équation. L'insécurité humaine et sociale vécue en Afrique est une source de menace contre la sécurité du capital d'investissement, contre la sécurité économique globale, contre la stabilité des institutions financières mondiales et la stabilité des institutions de la République. Donc, on est obligé de trouver la solution ensemble à ça. Et c'est pourquoi nous avons développé ce système de défense stratégique de la nation. Sinon, nos nations vont disparaître sous le joug des organisations d'État islamique ou des organisations mobiles d'extrême violents, ou même à Bamako, des groupes spontanés de proximité d'extrême violents. Quand on dit qu'il y a un voleur de moto, tout de suite on le tue, on le brûle, tout le monde est d'accord là-dessus, et sa famille, et la police, et la gendarmerie, et l'armée, et l'État. Si demain, ils se réveillent pour aller chercher ceux qui sont dans les sociétés minières, qui les dépossèdent, qui les volent leur richesse, et les fonctionnaires qui sont responsables de ce vol-là pour avoir des villas et des VX, mais ils vont se mettre pour les massacrer. Et le Mali n'est pas loin de là. C'est pour la crise sociale globale de sécurité du Mali, il faut qu'on ait un programme de communication stratégique qui nous permette de la transformer en opportunité pour faire de la globalisation ce qu'elle doit être, la clé pour la prospérité partagée, de la stabilité, la paix et la sécurité. Et la globalisation a ses potentiels. Merci. Bon, messieurs, dames, je crois que j'ai même largement débordé le temps qui nous était imparti. Et j'ai été un peu indiscipliné parce que je vois que tout ce qui me faisait signe de raccourcir tout ça, ils ont même disparu de la salle. Mais je ne regrette rien. Je pense que cette séance a été extraordinairement réussie. Je ne sais pas si l'excellence a un mot à dire. Sinon, je vous dis. Bon, Excellence vous remercie de votre patience et de votre attention. Et je vous demande d'aller au hall pour, je ne sais pas si c'est le déjeuner maintenant aussi. Le secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples burkinabés. Le titre de son intervention, c'est l'analyse critique des interventions étrangères en Afrique, enjeux réels, conséquences et alternatives possibles. Et Jean-Hervé Jézéquel de l'International Crisis Group, lui interviendra sur construire la paix au Mali. Est-ce une tâche démesurée? Une analyse des négociations pour des pourparlers de paix inclusifs au Mali. Donc,
Donc d'abord, c'est le professeur Mamadou Koulibaly qui va prendre la parole. Merci bien, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Il m'a été demandé, j'ai choisi de traiter dans ce panel 5, comment prévenir les nouvelles interventions, le thème de la mutualisation de la sécurité. Je remercie les organisateurs, le Forum civique, la Fondation Rosa Luxembourg et la Fondation Gabriel Péry qui nous accueille. Et moi je parle de l'hypothèse que aucun des pays de la CEDEAO, par rapport à l'histoire vécue, n'est capable par lui-même d'assurer la sécurité de ses frontières. Les frontières sont relativement vastes et en réalité on voit comment les forces de défense et de sécurité de ces pays peinent à assurer convenablement ce devoir, alors qu'il est inscrit qu'ils doivent, ces armées dans les constitutions, doivent défendre l'intégrité du territoire. Je parle aussi de l'hypothèse que ces armées, par l'expérience que nous en avons, ne servent pas à contrer des attaques extérieures ou des attaques terroristes, mais qu'en général, et très souvent, elles servent plutôt à réprimer les populations ou à faire des coups d'État au service des gouvernements, ou bien alors elles ne servent à attaquer des pays voisins que lorsque un des pays membres de la CEDEAO se transforme en sanctuaire d'accueil des militaires ou des forces armées chargées de la déstabilisation de l'autre. Ce matin, le cas de la Mauritanie a été pris souvent. D'autres ont parlé depuis hier du cas du Burkina Faso, sanctuaire pour aller déstabiliser. Sinon, il n'y a plus de guerre entre les États dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, est-ce que la mutualisation peut être une solution? J'aimerais faire la suggestion. La CEDEAO actuelle, on la voit. Il y a des pays plus ou moins grands, plus ou moins gros, mais avec de grands espaces, comme on disait ce matin, non habités. Le Nigeria est bien costaud, vous le savez mieux que moi. Il y a de grands espaces inhabités. Ce matin, c'est Haïdara qui disait avoir parcouru 1000 km en 10 heures et sans rencontrer âme qui vivent. Et ça, c'est la situation actuelle. Si chaque pays devait protéger ses frontières, on aurait un pays comme la Côte d'Ivoire, je ne les prends pas tous, je prends juste un échantillon, qui aurait 3100 km de frontières à protéger. Un pays comme le Mali, 7247, c'est Abidjan-Montréal, au moins à vol d'oiseau. Le Ghana, 2093, le Burkina, 3000 et quelques, la Guinée, 3300, et le Libéria, 1500. Au total, ces pays auraient à protéger 20 602 km à sécuriser, alors que ces pays n'ont pas les moyens, vivent de l'aide internationale, on n'a pas suffisamment rappelé. La plupart de ces pays, lorsqu'ils conçoivent leur budget, 50% de ce budget est réservé à ce que les contribuables des autres pays doivent payer pour assurer soit le service de la dette, soit le fonctionnement de l'État régulier. Et ce sont ces pays qui se donnent des armées et qui prétendent défendre en principe les frontières, mais vous voyez les distances impossibles pour le Mali par exemple d'avoir une armée capable de défendre 7247 km. Pas possible. Et le résultat, c'est que les armées sont totalement dépassées et incapables de résoudre ce problème qui est le leur. À Abidjan, nous étions dans nos villas à Cocody quand la rébellion montée au Burkina est arrivée jusqu'à nos portes. Et quand ils ont commencé à tirer, moi je pensais que c'était la pluie qui faisait des boum boum à l'air, alors que c'était des coups de canon, des coups de feu.
avec des armes que notre armée régulière n'avait jamais vues. Et le matin, les militaires, au lieu de se battre, s'étonnaient plutôt des armes sophistiquées qui étaient arrivées. L'armée avait encore des fusils FAMAS français de l'époque là-bas. Les autres sont arrivés avec des Kalachnikov, des RPG, tous les noms, montés sur des véhicules qui pouvaient tourner dans tous les sens et tirer. Et pareil pour le nord du Mali. Face à ces armées, si il y avait une mise en commun des forces armées, une renonciation de chacun des pays, puisque la Guinée et la Côte d'Ivoire ne sont pas en guerre, la Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas en guerre, le Mali et le Burkina ne sont pas en guerre. Pourquoi monter une armée pour protéger les frontières contre un ennemi qui n'existe pas? Si la lutte, si l'objectif c'est de parer à l'éventualité d'une attaque terroriste, éventualité, pourquoi la Guinée ne mettrait pas son armée en commun avec le Libéria et le Mali et la Côte d'Ivoire? Ça lui ferait économiser quelques centaines de kilomètres à protéger, parce que dans la situation actuelle, c'est 2031 km de frontières à surveiller, avec la Côte d'Ivoire, avec le Libéria et le Mali, pour la Guinée. Impossible aussi pour l'armée guinéenne de le faire. La Côte d'Ivoire, pareil, si elle ne montait plus qu'une seule armée avec ses pays voisins, au lieu de surveiller 3100 km, elle n'aurait plus à surveiller que quelques kilomètres et la frontière maritime seulement. L'ennemi qui viendrait de la mer, le Mali pareil, avec la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso gagnerait à surveiller le Burkina pareil, avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Ghana, le Libéria avec la Côte d'Ivoire et la Guinée, le Ghana avec la Côte d'Ivoire et le Burkina. Quand je regarde ces distances et puis je vois l'état de nos armées, où les militaires n'ont pas de munitions, ne s'entraînent jamais, n'ont pas de carburant, n'ont pas de véhicules. Parfois même, j'ai vu à la télévision des armées s'entraîner avec des bouts de bois et puis faire le bruit des armes avec la bouche. Quand le sergent dit « Ayaki », et puis j'entends « pam, 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 pam », comme si c'était des fusils. J'ai cru que c'était de la fiction, mais malheureusement, c'est la situation réelle. Or, le bruit d'une arme automatique Kalachnikov et puis le bruit de la bouche là, pam, 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 c'est vraiment pareil, pas pareil du tout. Pas pareil du tout. Et un militaire qui était à l'Assemblée pour faire la sécurité tout le temps, quand la crise là-bas déclenchée, qu'on lui a dit d'aller au front, il est allé, puis quelques temps après, je l'ai vu, quelqu'un araqué, musclé, costaud. Je lui ai dit, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Il dit, j'étais au front là-bas, je dis, on allait, mais c'est pas bon la guerre. Pourquoi? Il dit, mais parce que les armes, quand ça tire là, quand vous entendez le bam, ah non, c'est pas bon. Hein? Donc j'ai demandé une permission médicale, je suis venu me soigner. Médicale, pourquoi? Ah, je souffre d'ennui auditif. À force d'entendre les bang 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 des fusils, je suis tombé malade et je suis venu, les médecins sont en train de me traiter et lui a trouvé une occasion de rester hors du front. Un militaire. Alors, par rapport à ces armées, pour les 6 pays, si ils mettaient ensemble leur armée, chaque pays gagnerait d'abord, et puis entre eux, au lieu d'avoir 20 600 km, on n'a plus que 11 500 km, on économise 9 000 km pour une armée commune. 9 000 km. Et si on va de proche en proche, que le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Cameroun venaient s'ajouter, ça réduirait encore la superficie à protéger, si tant est que ces armées doivent aller protéger les frontières contre un ennemi qui viendrait d'ailleurs.
Par rapport au budget des armées, il y a des gains budgétaires parce qu'individuellement, chaque pays n'est pas capable de financer une armée correctement. En termes de sécurité pour la population civile, on aurait des militaires loin des villes, dans les zones frontalières, mais qui ne seraient plus là en train d'intimider, de menacer ou de racketter les populations. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a une nouveauté là-dedans, c'est que le Malien ne considérera plus son voisin burkinabé ou ivoirien comme étranger, vu que maintenant, on a un cordon de sécurité autour de nous et qu'on vit tous dans la même zone. Le concept étranger dans chacun des pays va s'atténuer. Et les barrières à la libre circulation, parce que très souvent, ce sont les militaires qui sont utilisés pour gérer ces barrières à la libre circulation, et Dieu seul sait comment. Les nationalismes étriqués, chaque pays étant convaincu que son armée est bien meilleure et qu'il pourrait faire la guerre contre d'autres, alors qu'en réalité, tous sont sous-développés et tous vivent avec des populations à moitié pauvres et vivent dans des univers sous-développés. Et en ce moment aussi, le commerce à l'intérieur de cette zone, la circulation des hommes, les moutons, l'oignon, tout pourrait passer facilement puisqu'on n'a plus des gens qui lèvent les barrières à chaque frontière, mais des gens qui contrôlent l'arrivée du Burkinabé en Côte d'Ivoire ou de l'Ivoirien au Mali parce qu'ils peuvent transporter quelque chose. Et le commerce libre promu par la CEDEAO pourrait devenir une réalité. Et en ce moment aussi, il n'y aura pas seulement les chefs d'État qui pourraient faire des voyages avec le tapis rouge, les populations pourraient elles aussi circuler dans la zone sans être obligées chaque fois de présenter 1000 papiers. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que cette mutualisation marche? C'est d'abord d'arrêter pour les hommes politiques, d'arrêter d'instrumentaliser l'armée, la police et la gendarmerie. Dans tous les pays, il y a cette complicité dont on parlait hier entre les forces armées et les hommes politiques, et les seconds utilisant les premiers comme les chiens de garde et finissant par dépendre des premiers, qui eux-mêmes se disent mais si gouverner un pays, c'est juste faire ce que le patron fait, moi aussi je peux gouverner. Et très souvent, le garde du corps ou l'aide de camp finit par prendre la place du patron puisqu'il voit chaque jour que gouverner un pays, c'est vraiment pas grand-chose, et faire des réunions, distribuer de l'argent, mentir, voler, si ce n'est que ça, on peut le faire si l'instrumentalisation des forces armées change. Et puis, deuxième chose à éviter, c'est ne pas penser que l'armée, c'est pour des gens qui ne savent plus quoi faire ailleurs. Quand un enfant est un grand voyou, quand on ne sait pas comment le tenir à la maison, quand on ne sait pas comment l'éduquer, on dit bon, envoyez-le dans l'armée. Il n'a qu'à aller là-bas. Et très souvent, on a des armées constituées de gens indisciplinés, incapables de s'accommoder avec la loi et l'ordre, et c'est à eux qu'on va demander d'assurer la sécurité. Et puis, les armes, qui doivent utiliser ces armes contre les populations civiles non armées. Mais quand un adversaire armé arrive, ils déposent les armes, changent leur treillis et puis disparaissent. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Et dans d'autres pays, quand l'attaque commence, on voit les militaires se déshabiller et puis porter des habits traditionnels, puis se mettre dans la rue. Moi, je ne suis pas militaire. Et puis quand les choses changent, ils reportent leurs habits et commencent à brimer les populations. Troisième chose à ne pas faire, c'est pour moi que nous n'avons vraiment pas besoin d'une armée bureaucratique, d'une armée pléthorique, d'une armée de revanchards, de frustrés, de justiciers ethniques et d'indisciplinés. La plupart du temps, les armées sont constituées sur ces règles-là. Le président ou les hommes politiques sont convaincus que leur sécurité dépend de ceux qui ont les armes. Donc si un parent à moi peut contrôler l'armée, ou un parent à mon épouse, je suis tranquille. Ou alors dans certains cas, c'est même les gens de mon groupe ethnique, les gens de mon village. Si on arrive à éviter ces trois
éléments, alors on peut se donner une doctrine, que nos armées n'ont pas encore une doctrine en matière de défense. Au fait, on a une armée pour faire quoi? Elle va servir à quoi? Dans les États modernes d'aujourd'hui, l'armée, ça sert à quoi? La police sert à quoi? La gendarmerie sert à quoi? Est-ce que c'est juste pour la sécurité des personnalités de l'État? Est-ce que c'est juste pour contrôler les gens à l'aéroport ou sur les routes pour enquêter? Est-ce que c'est juste pour contrôler les transporteurs et puis utiliser de l'argent? Ou alors est-ce qu'il y a une mission spécifique qu'on peut confier aux hommes en armes? Et quelle serait cette mission? Quelle est la doctrine en la matière? Et puis l'autre question, c'est est-ce qu'il faut une armée de conscription ou une armée professionnelle? Dans le cas de la Côte d'Ivoire, juste une parenthèse, 80% des militaires ivoiriens sont militaires par indiscipline, par rébellion par rapport à la loi. Depuis la fin du régime Houphouët-Boigny, on avait un service militaire par conscription. Et chaque année, les jeunes de toutes les zones devaient s'inscrire et puis venaient faire le service militaire de 18 mois. Et puis après, repartaient. Mais après les programmes d'ajustement structurel, les difficultés économiques et le chômage, il y a une promotion dans les années 88-89 qui a dit au président Houphouët, on ne peut pas sortir de l'armée et puis aller affronter le chômage. On est ici, bon, on est là, vraiment on ne sort pas. On leur a dit non, allez-y, c'est fini, d'autres vont. Mais ils ont pris les fusils, ils sont descendus à Abidjan. Les camps militaires étaient à Abidjan d'ailleurs, à Cocody, pas loin du campus. Et ils ont tiré en l'air, le président leur a dit, bon, je ne cherche pas d'histoire, il était en 89, 90, restez dans l'armée. Et depuis lors, toutes les générations successives qui arrivent, après leur service militaire, sortent dans les villes, tirent en l'air, et puis le président en exercice leur dit, c'est bon, restez. Jusqu'à Bédier pareil, Gbagbo pareil. Là, nous-mêmes à l'époque, c'est 4000 jeunes patriotes qu'on a recrutés pour aller faire face à la rébellion, parce que l'armée traditionnelle, et puis les indépendants ne savaient pas comment se battre, il n'y avait pas d'armes de munitions, il a fallu recruter des jeunes pour faire face à ça. Et puis quand à Marcoussis, il a été dit de les libérer, les jeunes ont dit, mais enfin, quand c'était chaud, vous allez nous libérer et on va aller où on ne bouge pas, on leur a dit, on va rester. Et Ouattara lui est arrivé, il dit, bon, moi, ce sont les jeunes là qui m'ont aidé à aller au pouvoir. Il en a pris 22 000 pour mettre dans l'armée carrément. 2 000 à la douane en plus, à la police, à la gendarmerie, dans la garde pénitentiaire. Et ça fait qu'aujourd'hui, 85% de ces militaires ne sont militaires que parce qu'ils ont refusé l'application de la loi et des détails de droit. Et aller leur parler de discipline. Quel type d'armée il nous faut? Des professionnels ou alors le service militaire obligatoire pour tout le monde? Ça mérite d'être précisé et nos États ne précisent pas souvent cela. Les relations entre les politiciens et les militaires, les institutions de la République doivent cesser d'être jouées au même des partis politiques. On joue avec. La loi est là, la règle est là, et puis on s'est dit, c'est pas grave, on peut violer, c'est un papier, non? On peut violer, ce n'est pas grave. Et c'est un peu propre aux Africains, même quand ils sont aux Nations Unies, qu'ils sont africains. Parfois d'ailleurs, ils ont eu les postes là-bas parce que dans leur pays, il y a eu un régime qui a essayé de les violenter, ils ont fui, ils se sont retrouvés à New York, ils ont une fonction officielle. Quand ils viennent en mission, ils sont les premiers à dire, oui, bon, si on ne respecte pas, ça fait quoi? Si on ne respecte pas, ça fait quoi? Il y a 3 semaines, j'ai rencontré un certain Diabaté qui est chargé de politique à l'affaires à New York, Nations Unies. Et puis, sur la violation de la Constitution pour la commission électorale, je lui signale ça. Mais il dit, oui, mais professeur, ça c'est déjà voté, pourquoi vous voulez qu'on change? Je dis, mais dans la technique juridique, quand une loi est votée, qu'elle est mauvaise, qu'elle est anticonstitutionnelle, on va l'abroger. Il me dit non, ça c'est dans les amphithéâtres. C'est devant vos étudiants, vous dites ça. Dans la politique concrète, elle est déjà votée, promulguée. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est bon. Donc on continue.
Alors, j'ai été très dur avec lui, très méchant. Et je lui ai dit, mais les amphithéâtres, quand vous cherchez des jobs aux Nations Unies ou à la Banque mondiale, vous devez bien mettre dans votre CV diplômé de telle fac, diplômé de telle école, diplômé de telle université. En ce moment-là, vous connaissez la valeur des amphithéâtres. Et puis quand vous êtes maintenant aux affaires, qu'on viole les textes devant vous, vous dites rien. Vous vivez à New York, est-ce que vous voyez Obama s'amuser comme ça avec la Constitution américaine? Et vous permettez en Afrique de dire oui, on peut s'amuser avec? Ça a été très très dur, mais tant qu'on ne cesse pas, les politiciens, de considérer que la Constitution, les institutions, sont des jouets, les militaires feront comme nous, puisque eux-mêmes sont dans une institution et puis nous, on voit nous amuser, la société civile s'amuse avec, les politiciens s'amusent avec, se disent bon, dans ce cas, on peut tous s'amuser avec, sauf que eux on les fusille. Quand ils commencent à s'amuser, ça fait des morts. Pour cela, le statut des partis politiques doit être clair. Très souvent dans les pays africains, les statuts ne sont pas très clairs. Qu'est-ce qu'un parti politique? La Constitution en parle, parfois on adopte des textes et puis on n'applique pas. Est-ce que l'opposition c'est une bande de voyous, de délinquants, de terroristes, de djihadistes, d'assaillants? Ou est-ce qu'il y a des droits et des obligations pour chacun de ces partis d'opposition? La fonction militaire, pourquoi dans ce contexte-là, si on sait ce qu'il ne faut pas faire, on sait ce qu'il faut faire, la fonction militaire ne peut être sécurisante que si on sort de l'idée que le militaire doit être celui qui sait plus quoi faire dans la vie, donc il n'est pas dans l'armée. Comme il y a du chômage là-bas, on le prend dans l'armée. L'armée doit former ses hommes et puis surtout arrêter les recrutements. Ça n'a vraiment pas de sens dans les pays africains de continuer de recruter chaque année dans l'armée. À la police, pourquoi pas? À la gendarmerie, peut-être, mais l'armée, on ne fait plus de guerre les uns contre les autres. Et quand il y a la guerre, les armées sont défaillantes. Peut-être qu'en mettant l'accent sur la police et la gendarmerie pour la sécurité des individus et des biens, on gagnerait à améliorer notre sécurité à nous-mêmes, et même ceux qui sont formés dans les grandes écoles françaises pour les pays francophones. Ils vont à l'école de guerre, certains même font polytechnique, d'autres à l'école supérieure de la défense. Quand ils reviennent dans leur pays, ils sont dans des bureaux dans les ministères. Le matin, ils vont au bureau, ils reviennent le soir. Tout ce qu'ils ont appris, c'est juste pour être dans un bureau, lire le journal et puis attendre. Et leurs collègues, est-ce que c'est ce que leurs collègues militaires sortis des mêmes écoles font en France? Alors, on ne se pose pas la question, ils sont arrivés et puis ils sont là. Et si nous pouvons regarder cela de près et savoir qu'il ne faut pas grossir les effectifs, ceux qui sont là, leur donner des missions précises. Pour se résoudre là, le problème dans certains pays, on les nomme préfets, préfet de région, sous-préfet, c'est dire bon, ça va régler le problème, le capitaine est tel, le colonel est tel, mais ce n'est pas du tout le problème, ça ne change rien. Et ça ne change rien, il faut leur donner. Autre suggestion, peut-être que ce n'est pas vrai pour le Mali, mais dans beaucoup de pays des Africains, les camps militaires sont en pleine ville, parfois même en plein centre-ville. Et de temps en temps, ils sortent le matin, aux heures où les gens vont au travail, c'est là qu'ils sortent faire leur jogging. Ils chantent, ils font des mouvements dans la rue, comme pour intimider la société civile et les populations. Nous sommes là, en pleine ville. L'idée, c'est peut-être de trouver très loin de la ville des véritables camps militaires. Ils y sont, ils font leur entraînement, ils font leur jogging. Ils ne sortent des casernes que quand on a vraiment besoin, quand il y a un cas d'urgence. Autrement dit, ils devraient être là-bas et surtout les mettre sous l'autorité de chefs intermédiaires bien formés, pas les généraux, pas les sergents, les capitaines, les lieutenants, commandants, des chefs qui peuvent leur donner des raisons d'être de bons militaires, leur apprendre des choses. Et dernier élément, dans nos pays
le budget de la défense, quelqu'un en parlait hier, sert pour l'essentiel à payer les salaires, à assurer le bail des maisons, et puis le carburant et le reste. 5% pour les capacités, l'entraînement, le matériel, les munitions, 5%. Et même ces 5%-là, c'est pour très peu de choses. La règle normale dans les armées modernes, c'est 30% pour les capacités, donner des munitions, de l'entraînement, des ateliers, des métiers, et puis 70% pour le salaire, pour le logement, pour la santé, pour les pensions. Dans les pays africains, francophones en tout cas, c'est 95%. On paye leur salaire et puis après ils n'ont qu'à rester là. Ils n'ont pas de carburant, c'est pas grave. Ils n'ont pas de treillis, c'est pas grave. Ils sont en tapette. Dans les casernes militaires, vous allez, treillis et tapette, ils se baladent. Débraillés complètement, alors que l'armée doit refléter une certaine rigueur. Alors, si on veut changer cette proportion de la répartition du budget, il vaut mieux que les militaires ne soient pas hyper nombreux et qu'on puisse alors contrôler ce budget-là. Voilà pour rapidement présenter l'idée qu'il y avait derrière mon exposé. Merci bien. Merci beaucoup, professeur Polimène. Je pense que ma réflexion va porter sur l'analyse critique des interventions étrangères en Afrique, les enjeux réels, les conséquences ainsi que les alternatives possibles. Je pense depuis hier également, nous sommes suffisamment revenus sur la question pour dire que l'Afrique de l'Ouest a connu ces dernières années plusieurs interventions de forces militaires étrangères, généralement ou principalement françaises et américaines dans certains pays de l'espace. Mais en plus de ces interventions directes, je pense qu'on devrait associer en plus la présence de troupes et de matériel militaire étranger dans certains pays. Donc, et cette partie du continent concentre une bonne partie quand même de la présence militaire, par exemple française, en Afrique. Donc, nous voyons également que les États-Unis, quant à eux, ne sont pas restés en marge de cette situation. Ils ont montré, depuis 2008, un intérêt accru pour les pays africains en général et les pays de l'espace sahélien en particulier. Et cet intérêt-là s'est traduit par la mise sur pied d'un commandement militaire unifié dénommé AFRICOM. Généralement, et dernièrement concernant dernièrement concernant les États-Unis, ils ont dépêché 3000 soldats au Libéria sous prétexte de lutter contre le virus Ebola. La démocratie, la paix et la sécurité sont les prétextes qui sont généralement avancés pour tenter de justifier cet état de fait. Mais pouvons-nous dire que effectivement la démocratie, la liberté, la paix sont les raisons qui justifient les interventions militaires sur le continent? J'ai décidé de subdiviser mon exposé en 3 parties. Les enjeux, après les enjeux, les conséquences, et puis les alternatives possibles. Je vous ferai grâce des enjeux parce que depuis hier, nous sommes suffisamment revenus sur ces enjeux-là. Mais que pouvons-nous dire des conséquences des interventions militaires sur le continent? Et à ce sujet, il suffit de dire que ces conséquences, nous pouvons les analyser du point de vue politique, du point de vue économique et social, mais également du point de vue sécuritaire. D'abord, du point de vue politique, que pouvons-nous dire? C'est que les interventions militaires étrangères accroissent la dépendance de nos États vis-à-vis des puissances étrangères. Et ainsi, la plupart des pouvoirs de la sous-région, qui sont adoubés par l'impérialisme français, bénéficient du soutien militaire de celui-ci pour conquérir le pouvoir. Nous le voyons dans beaucoup de nos États. Et généralement, dans certains États comme la Côte d'Ivoire, où la France intervient directement pour installer des pouvoirs qui lui sont acquis, des pouvoirs qui sont à sa solde. Naturellement, les politiques qui sont mises en œuvre sont des politiques qui répondent aux intérêts français. Donc
exemple, nous avons dans ce cas-là des pays qui sont politiquement, qui manquent d'indépendance, qui n'arrivent pas à concevoir et à mettre en œuvre des politiques alternatives qui prennent en compte la nécessité pour eux-mêmes de concevoir des politiques tenant compte de leur réalité sociale, économique et politique, mais également des aspirations profondes des pays de la zone. Et ici, également du point de vue économique et social, nous pouvons dire que les interventions militaires, comme élément de domination néocoloniale, s'accompagnent toujours de stratégies de prédation de ces États. De ce fait, elles engendrent une crise structurelle, une vulnérabilité institutionnelle, économique et sociale qui déstructure la plupart des pays ouest africains et les confine à ce que j'appellerais la mendicité internationale. Et les interventions militaires étrangères annulent la capacité de nos pays à concevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à mettre en œuvre des politiques autonomes de développement qui répondent aux seules aspirations des pays de la sous-région. Et en tant qu'élément de domination néocoloniale, ce que nous pouvons dire, c'est que les ingérences militaires accroissent la fragilité même de nos États et les maintiennent dans le sous-développement, comme c'est le cas pour la plupart des pays de l'espace. Et pourtant, c'est ce sous-développement et la misère généralisée qu'il engendre qui maintiennent de larges couches populaires dans la précarité et l'incertitude du lendemain. Les populations de ces pays sont également confrontées à la cherté de la vie, aux difficultés d'accès à l'éducation, à la santé, au logement, au développement également de la criminalité transfrontalière, ainsi qu'à la transformation du Sahel en ce que beaucoup d'observateurs appellent une zone grise où prospère beaucoup de trafic d'armes, de drogue, d'êtres humains, de cigarettes, etc. Et cette situation sociale difficile-là constitue un terreau fertile aux crises sociales en même temps qu'il crée des possibilités de récupération d'une jeunesse qui est désorientée et sans espoir. Et ces interventions ont également pour conséquences négatives ont également des conséquences négatives sur l'état d'esprit des peuples des pays concernés, dans la mesure où ils déresponsabilisent ces peuples-là en faisant croire que lorsqu'il y a des problèmes, il faut se retourner vers l'extérieur. Notre salut ne peut venir que de l'international et cultive en ces peuples-là un sentiment de défaitisme, la perte de confiance ainsi que la soumission. Et du point de vue sécuritaire, ces interventions militaires ont également des conséquences. Et s'agissant plus précisément de la crise sécuritaire dans la région, il faut noter que les armées d'Afrique de l'Ouest, en tant que composantes des sociétés africaines, n'échappent pas à la crise. Il n'est pas exagéré ainsi de dire aujourd'hui que l'institution militaire est pratiquement en faillite dans beaucoup de nos pays. Et il y a trois traits caractéristiques qui manifestent cette faillite. D'abord, il faut dire que la plupart de nos armées sont des armées dépendantes de puissances étrangères qui les organisent, qui les forment, qui les dotent en équipement et parfois qui les louent sur des théâtres d'opérations extérieurs. Ainsi, la plupart des cadres militaires sont formés dans les pays occidentaux, principalement en France. De même, les accords de coopération qui lient ces pays et leurs armées à leurs anciennes puissances métropoles coloniales constituent des facteurs de fragilisation même de ces armées. Et cette situation a pour conséquence d'entraîner la mise sous contrôle des armées concernées. Et deuxième caractéristique, c'est que la plupart des armées d'Afrique de l'Ouest ont des capacités organisationnelles et opérationnelles limitées. Elles sont faiblement dotées en moyens matériels et ont à leur disposition également un personnel qui est mal formé, surtout sur les questions liées aux droits humains, à la démocratie et à l'état de droit. Et en l'état actuel des choses, il n'est pas timide, sont plus des armées de répression intérieure, c'est-à-dire que n'importe quel groupuscule qui a à sa disposition quelques dizaines de pick-up armés de fusils mitrailleurs est capable de mettre en déroute des armées nationales entières. La troisième caractéristique, c'est que ces armées sont pour la plupart non républicaines. Ainsi, en lieu et place d'institutions fortes et crédibles, l'armée a souvent été la principale garante
de la stabilité d'États ouest-africains. Et au fil des années, elle est devenue même le principal pilier de la plupart des pouvoirs en place. On peut prendre l'exemple du régiment de sécurité présidentielle au Burkina Faso, que beaucoup d'observateurs qualifient d'être une armée au sein de l'armée, qui est dotée de moyens, d'équipements, et en même temps où les hommes sont formés au point où on peut se poser des questions sur le caractère républicain de cette armée, qui a longtemps été aussi utilisée pour des assassinats politiques. Ce matin, j'utilisais la formule « si tu fais, on te fait et il n'y a rien », qui a été mise en œuvre également par le régiment de sécurité présidentielle au Burkina à travers des assassinats politiques. Donc, au regard de ce qui précède, il est indispensable que les armées nationales ouest-africaines connaissent des mutations en vue d'accroître leurs capacités. Mais il faut également dire que de telles mutations ne sont pas possibles si ces armées-là demeurent des armées inféodées ou plutôt demeurent des armées néocoloniales. Parce que cette inféodation-là obstrue leur développement réel. Donc, quelle alternative possible? C'est là que je vais finir mon exposé. Il faut dire que face à cette grave crise qui secoue l'ensemble de la sous-région et dont les conséquences n'ont pas fini de se révéler dans leur entièreté, il est important de réfléchir et d'envisager des alternatives. Et il apparaît malheureusement évident que, agissant sous les injonctions, parfois ouvertes de puissances occidentales, les régimes africains d'hier et d'aujourd'hui ne peuvent se réformer eux-mêmes et garantir des lendemains meilleurs à leur population. La faillite des États de la région à assurer leur propre sécurité en est l'une des illustrations. Il est honteux qu'après plus de 50 ans d'indépendance formelle, nous en soyons encore à recourir aux anciennes puissances coloniales pour assurer notre sécurité. Donc, il est nécessaire de réfléchir à de nouvelles alternatives, mais ces alternatives-là doivent avoir pour socle la quête des indépendances véritables et l'affranchissement de nos États du joug de la domination néocoloniale. C'est important parce que, de notre point de vue, c'est la condition sine qua non pour toute politique de développement susceptible d'améliorer les conditions d'existence de nos peuples à travers l'édification d'économies nationales modernes qui sont fondées sur la satisfaction des besoins des peuples de la région. Donc, pour ce faire, une forte implication des forces démocratiques du Sud comme du Nord est requise pour mener des actions d'information, de sensibilisation, d'éducation et d'organisation des populations pour un changement politique fondamental dans la gestion des affaires de la société. Et plus précisément, ces alternatives-là doivent consister à, premièrement, dénoncer tous les régimes africains faillis, leur politique aventuriste et à l'avènement d'états de droit démocratiques véritables qui sont porteurs de projets de société salvateurs. Deuxièmement, à s'opposer résolument au plan d'invasion insidieux des puissances étrangères qui écument la sous-région sous divers prétextes et aussi sains que vicieux dans la réalité. Troisièmement, à condamner les mesures